Quand on parle d'éducation, il y a une question qui revient toujours. Ce n'est pas tant le quoi qu'on apprend, mais plutôt le comment. Et cette question, elle est particulièrement brûlante quand il s'agit d'apprendre une nouvelle langue. Alors aujourd'hui, on va décortiquer tout ça en se plongeant dans une source vraiment fascinante. Et cette source, la voici. C'est un guide publié par l'UNESCO il y a un demi-siècle. Mais attention, ce n'est pas un document théorique poussiéreux. Non, il a été pensé pour un contexte très précis, avec des enjeux bien réels. Il s'agissait de guider l'enseignement de l'anglais dans les pays d'Afrique francophone qui venaient tout juste d'acquérir leur indépendance. Ça nous est tous arrivé d'essayer d'apprendre une langue, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question de la méthode? On pense aux profs, aux manuels, aux exercices. Eh bien, la façon dont on nous enseigne, ça change absolument tout. Ça détermine ce qu'on apprend et surtout si on y arrive ou pas. Pour bien comprendre ce débat, il faut faire un petit bond dans le passé. Oubliez la salle de classe moderne avec ses tablettes. Là, on est en Afrique, dans les années 70, juste après les indépendances. En 1974, la question de l'enseignement de l'anglais, ce n'était pas juste une affaire de programme scolaire. Pas du tout. C'était directement lié à la construction de nouvelles nations, à l'économie, et même à la place de tout un continent sur l'échiquier mondial. Mais alors, pourquoi un tel focus sur l'anglais? Eh bien, les raisons étaient multiples. Il y avait des raisons politiques, comme l'idée d'une unité panafricaine qui nécessitait une langue de communication entre les dirigeants. Il y avait des raisons économiques, bien sûr, pour le commerce international. Et puis, il y avait aussi des raisons culturelles et personnelles. L'anglais, c'était une porte ouverte sur le monde et sur de nouvelles opportunités. Bref, l'enjeu était énorme. Face à ce besoin urgent, deux visions de l'enseignement s'affrontaient. La première, c'était l'approche traditionnelle, la championne en titre, celle qui dominait depuis des siècles. Cette méthode, elle nous dit forcément quelque chose. C'est l'école de la rigueur, de la structure. L'objectif, c'est de comprendre le squelette d'une langue, souvent en analysant de grands textes littéraires. On apprend les règles par cœur, on mémorise des listes de vocabulaire et on passe son temps à traduire. L'ambiance dans ce type de classe est très claire. C'est l'ordre et le silence qui règnent. Tout tourne autour du manuel, c'est lui le roi. Et le professeur, lui, est le maître incontesté. Le son qu'on entend le plus, c'est le silence, ou le bruit des pages qui tournent. Mais le guide de l'UNESCO pointe du doigt un problème majeur. C'est une approche très élitiste. Ça marche peut-être pour une toute petite minorité d'élèves, ceux qui sont très forts en logique abstraite. Mais pour tous les autres, c'est l'échec assuré. C'est la méthode qui vous fait croire que vous êtes nul en langue. Mais en face, une nouvelle approche, une vraie petite révolution, venait tout bousculer. Elle proposait une vision radicalement différente de l'apprentissage. L'idée de base est d'une simplicité désarmante. Si on veut apprendre à parler une langue, la meilleure chose à faire, c'est de la parler, dès le premier jour. Cette méthode, c'est celle de l'immersion totale. L'oral d'abord, la communication, l'intuition, bien avant l'analyse grammaticale. Le principe numéro 1, la règle d'or, c'est qu'il est interdit de traduire. L'objectif, c'est de créer un lien direct dans le cerveau entre un objet ou une idée et le nouveau mot, sans passer par la case langue maternelle. La philosophie derrière tout ça, c'est d'imiter la façon dont on a tous appris à parler quand on était enfant. On a écouté, on a imité, on s'est trompé, on a réessayé, mais on n'a jamais étudié de liste de verbes irréguliers à 2 ans. Et ça change tout dans la salle de classe. Fini le silence de cathédrale. La classe devient vivante, elle est remplie de bruit, de mouvements, d'actions. Les élèves ne sont plus des éponges passives, ils parlent, ils bougent, ils interagissent. C'est la parole qui remplit l'espace. Alors, maintenant, mettons ces deux mondes face à face. C'est là que le contraste devient vraiment saisissant. Ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, une classe calme, studieuse, concentrée sur l'écrit, où l'élève reçoit passivement le savoir. De l'autre, une classe bruyante, pleine d'énergie, centrée sur l'oral, où l'élève est un acteur de son apprentissage. Même le rôle du prof change complètement. Il passe d'un expert qui explique des règles abstraites à un guide qui montre des exemples concrets. Bon alors, qui gagne ce duel? La vieille école ou la nouvelle vague? Laquelle de ces deux méthodes est la meilleure? Eh bien, la conclusion du guide de 1974 est à la fois très simple et très profonde. La réponse, c'est qu'il n'y a pas de vainqueur. Le guide nous dit que poser la question comme ça, laquelle est la meilleure, c'est en fait se tromper de débat. Et voilà le cœur du message. La meilleure méthode n'existe pas dans l'absolu. La meilleure méthode, c'est simplement celle qui est la plus adaptée aux objectifs de la personne qui apprend. La vraie question, ce n'est pas comment apprendre, mais pourquoi apprendre. Le guide donne un exemple qui illustre ça à la perfection. Prenez un réceptionniste d'hôtel à Abidjan. Son besoin, il est concret, il est immédiat, comprendre un client et lui répondre. Pour lui, la méthode directe est évidemment la plus efficace. Il n'a que faire de savoir analyser la littérature anglaise. Le but définit l'outil, c'est aussi simple que ça. Et ce qui est fascinant, c'est que ce débat des années 70 est tout sauf dépassé.
En fait, il a complètement façonné la manière dont on enseigne les langues aujourd'hui. La plupart des approches modernes, en réalité, essayent de prendre le meilleur des deux mondes, la clarté et la structure de la grammaire, et la fluidité, le côté pratique de la conversation. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion. La prochaine fois qu'on se retrouvera dans un cours de langue, ou même en utilisant une application sur son téléphone, ça peut être intéressant d'essayer de repérer les traces de ce vieux duel. Est-ce qu'on reconnaît plutôt le champion traditionnel, ou le challenger révolutionnaire, ou alors peut-être, comme le suggérait déjà ce guide de 1974, est-ce qu'on a affaire à un mélange intelligent des deux ?